Amis citoyens du monde, bonjour. Aujourd'hui, pour cette émission Aides internationales, l'exemple de Madagascar, nous sommes accueillis par la communauté des Sœurs du Prado dans le cadre idyllique de leur maison à Limonest, près de Lyon. Cette communauté religieuse a été fondée en 1860 par le père Antoine Chevrier. Conformément aux vœux du père fondateur, les sœurs ont pour vocation de servir les plus démunis en privilégiant les actes par-delà les paroles et la contemplation. Aujourd'hui, ce sont 205 sœurs réparties dans 6 pays, dont la plus importante communauté après la France est celle de Madagascar. Le premier contact entre les sœurs et l'île s'est fait en 1974 à travers l'appel au secours des femmes de la brousse malgache. Aujourd'hui, les sœurs gèrent notamment un village de lépreux, des aides en faveur de l'éducation et un important centre de développement rural. L'aide y est multiple. Or, l'aide et Madagascar, c'est précisément le sujet de notre émission. Allons-y. Claude Prel, bonjour. Bonjour. Vous êtes jeune retraité, vous avez travaillé près de 30 ans au Grand Lyon, à la coopération, puis en tant que directeur de l'eau, si je ne m'abuse. Oui, alors j'ai travaillé dans différents services, j'ai fini à la direction de l'eau, et une des missions qui m'a beaucoup intéressé à la fin, disons que pendant que j'étais directeur, c'est notamment nos missions qu'on a mis à Madagascar, les missions de coopération, et notamment dans la région de Matchat, c'est-à-dire dans le centre de Madagascar, où on a travaillé sur des communes pour amener de l'eau, quoi. Voilà, Formidable. pour alimenter en eau ces communes-là. Vous allez nous parler de votre expérience en compagnie de Gilles Hubert. Gilles Buonazzar. Bonjour. Buonazzar. Vous êtes réalisateur de films documentaires et vous avez réalisé avec votre épouse Danielle un film intitulé « À l'ombre des manguiers » Oui. qui nous fait à la fois rêver et réfléchir sur la population malgache. Exact. À l'ombre des manguiers, parce que le manguier est l'arbre le plus repérable dans la campagne malgache, qu'il est celui qui offre le plus d'ombre et sous lequel se tiennent beaucoup de palabres. C'est un peu la cabine téléphonique locale et c'est pour ça qu'on a donné ce nom à ce documentaire. Un très très beau film. Nous en parlerons et nous allons parler particulièrement à Madagascar de l'aide internationale. C'est malheureusement un sujet d'actualité. On a entendu il y a très peu de temps, au mois de février, l'appel aux dons par l'ONU. Claude, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? La présence des ONG à Madagascar est très importante d'une manière générale. Donc elle l'a été, elle l'est encore, il faudrait qu'elle le soit encore longtemps. Donc je pense que c'est quelque chose qui va être permanent en termes d'aide, parce que c'est un pays qu'on doit soutenir si on veut sortir un petit peu de son ornière. Mais effectivement, c'est un pays où les gens sont attachants, où les gens ont envie de faire, mais effectivement, il y a un blocage, il faut qu'on les aide. Effectivement, les ONG doivent travailler actuellement pour le présent et pour l'avenir, pour essayer de débloquer ce pays, qui est un pays pauvre, hein, puisque 90% de la population est en dessous du seuil de pauvreté, ce qui fait qu'il y a vraiment un gros travail à faire, quoi. Un seuil de pauvreté qui est un indice mis par la alors Banque mondiale. l'indice, c'est 1,87 $ par personne. Voilà. Et par jour. Et par jour, voilà, exactement. Et pourtant, Madagascar, c'est un pays qui recèle de grandes richesses naturelles. Gilles ? Oui, effectivement. Il y a eu récemment des négociations sur des gisements de terres rares. Ces 17 métaux très rares, effectivement, comme leur nom l'indique, qui servent à fabriquer nos téléphones portables, nos têtes de missiles, nos voitures très sophistiquées, et sans lesquelles la technologie d'aujourd'hui s'arrête complètement. Et il y a énormément de richesses comme ça. Le problème, c'est qu'elles sont négociées avec l'étranger avant même l'exploitation. Alors, Madagascar retire des royalties de tout ça, plus des achats, des ventes de concessions. Mais tout ça, pour l'instant, est un peu empêtré dans un système économique un peu particulier et dans une corruption galopante, quoi. Oui, nous allons en parler justement de ce sujet-là. Et pour comprendre un peu ce qui se passe à Madagascar, ce serait intéressant de se rapprocher de l'histoire du pays.
C'est une colonie française à la base? Oui, c'est une colonie française. Les Français y étaient déjà un peu, mais de façon très ponctuelle, avant le 19e siècle. Mais en 1840, l'ethnie Sakalav qui vivait sur la côte ouest de Madagascar a été combattue par les Mérinas, une ethnie du centre-nord de Madagascar. Et cette lutte entre ces deux ethnies ont fait que les Sakalav se sont retirés vers le nord rapidement. Et à un moment donné, ils ont été acculés dans l'île de Nosibé, où leur reine, qui n'avait que 8 ans, donc ce sont les conseillers qui ont décidé, ont appelé l'armée française, la marine en particulier, l'amiral de Hell, à la rescousse pour se protéger des Mérinas. Et en 1840, la France a signé un accord avec les Sakalav pour avoir la main sur Nosibé et pratiquement tout le littoral ouest. C'est comme ça que ça a débuté. Voilà, ça a débuté comme ça. Il a fallu quand même attendre presque 60 ans, 1898, pour que la France colonise entièrement Madagascar. Et ça n'a pas été chose facile, puisqu'il y a eu 15 ans de guerre civile larvée que l'armée française a combattue de façon extrêmement violente. Il y a eu énormément de morts. Je ne sais plus les chiffres en tête, mais je crois que c'est 300, 400 000 morts sur 3 millions d'habitants. Voilà, c'est une grosse proportion. Ça n'a pas été facile. Et la France avait la volonté à cette époque-là, on le trouve dans les rapports que se sont envoyés mutuellement de Hell et son chef d'état-major, et on voit très bien que la France voulait complètement faire disparaître l'identité malgache. Voilà, donc c'était de la colonisation pure et dure, très dure. Très dur. Suivi par une grande instabilité politique. Après, bien sûr, ah oui, après ça a été une succession de présidents. L'armée est intervenue plusieurs fois. Radzirak, notamment, a été mis en place par l'armée. Il est revenu au pouvoir quelques années après. Lui a cherché à effacer l'empreinte française complètement. Il a supprimé des tas d'écoles dans les campagnes qui enseignaient le français, etc. Il y a eu le règne de Radzirak, si on peut appeler ça un règne, a vraiment été très négatif, ouais. Au moins sur ce plan-là, en tout cas. Et dans votre film, on découvre une société, ou plutôt des sociétés, très attachées à leur tradition, à leur organisation séculaire, à travers les royautés. Oui, à l'époque où Madagascar est colonisé, il y a une tractation entre la France et la royauté existante. Quand les Français arrivent, il y avait deux royautés en place, les Mérinas dans le centre nord et les Betsileo dans le centre sud, oui. Et donc il y a eu une unification de ces deux royaumes. Donc quand les Français arrivent, il y a une seule reine, Mérina, en place. Et bien sûr, cette reine est envoyée en exil, en Algérie, je ne sais pas pourquoi, mais en Algérie quand même. Et les Français tractent avec les royautés en place. Et les rois n'ont pas eu d'autre choix que de conserver leur mission de conservation des traditions ancestrales et des cultes des morts royaux en particulier, et ont dû abandonner, bien sûr, tout le pouvoir économique et administratif. Mais ils ont conservé ce pouvoir traditionnel. Et ça, aujourd'hui, c'est très important pour les Malgaches parce que l'État les abandonne complètement, donc ils se raccrochent énormément à ça. Si un jour l'État prend soin des Malgaches correctement, je pense qu'il y aura une espèce d'exode vers la laïcité pure, ou du moins une exode qui va éloigner les gens de toutes ces croyances. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est très fort. C'est dans l'ombre, ça ne se voit pas, mais voilà, il y a des psychiatres, par exemple, de l'armée que j'ai rencontrés, qui me disaient on avait un garçon de salle qui était prince, mais on ne le savait pas, et il avait plus d'autorité que nous.
Alors effectivement, ces royautés, ces traditions sont très fortes, dues vraisemblablement à une insuffisance de l'État politique central malgache. Et dans toutes ces bouleversements politiques ne sont pas sans incidence, pour en revenir à l'aide internationale, sur le financement des aides pour Madagascar. Claude, qu'en pensez-vous ? Moi, je parlais de mon expérience par rapport aux aides. Je pense que si on veut avoir des aides qui soient efficaces, si on veut travailler efficacement, je pense qu'il faut travailler directement avec les communes et au plus près des habitants. Je pense qu'il faut faire très attention quand on passe par l'État, parce qu'effectivement, il y a pas mal de déperditions. Est-ce qu'il peut y avoir une perte de confiance ? Perte de confiance et une déperdition financière aussi, c'est ça qui est important. Et effectivement, l'expérience qu'on en a, nous on a travaillé avec des communes dans le domaine de l'eau, et effectivement en travaillant avec les maires, en travaillant avec les habitants, on est au plus près de leurs besoins. Et effectivement là, on a des gens qui sont responsables et qui suivent les travaux et qui s'y intéressent. Et là, pour être très honnête, on a très peu de déperdition. Effectivement, ce serait la condition nécessaire, voire indispensable à l'efficacité des aides. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience en tant que directeur de l'eau, de ce que vous avez mis sur place, un exemple d'aide à Madagascar ? Ce qu'on a mis sur place. Oui, alors on travaille dans le domaine de l'eau avec un certain nombre de communes, puisqu'on a travaillé actuellement, on doit être autour de 20 communes. Quand j'y étais, on en avait 16 communes différentes. Quand on parle de communes, à Madagascar, c'est 15-20 000 habitants. C'est des petites communes, mais qui sont grandes par la population. Et effectivement, on a travaillé sur la ressource en eau. Donc, dans tout le travail qu'on a réalisé, on a associé les Malgaches, notamment déjà dans la recherche des sources. Il a fallu répertorier l'ensemble des sources, par exemple, dans une commune. Ça s'est fait avec des étudiants malgaches qui venaient en stage et qui finalement couraient la campagne pour repérer les sources. Et effectivement, en période d'étiage, effectivement, on mesurait les quantités d'eau pour voir effectivement si cette source était acceptable ou pas. Parce qu'effectivement, il faut qu'en été, aux périodes chaudes, elles fournissent de l'eau, sinon c'est pas la peine de tirer des canalisations. Ça, c'est un petit peu évident. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça et qu'on a cartographié l'ensemble de ces sources, avec les Malgaches, on décide des sources qui vont être utilisées. C'est-à-dire qu'effectivement, quel fouctane ou quel hameau va être privilégié. Donc ça se fait bien avec eux, on ne fait pas à leur place. Et je pense qu'il faut qu'on les associe du départ. Et une fois qu'on a fait ça, qu'on a défini, on va alimenter tel fouctane, tel hameau, donc on va faire une borne fontaine au milieu, on va tirer une canalisation de telle source jusqu'à cette borne fontaine, il faut définir une entreprise pour réaliser les travaux. Et là, ça a été l'objet de discussions assez longues avec mes responsables, mais on a décidé que les communes allaient être maîtres d'ouvrage. C'est-à-dire qu'on allait choisir avec les communes l'entreprise qui allait réaliser les travaux. Et ça, c'est important parce qu'on les associe directement au choix de l'entreprise. Vous les responsabilisez. On les responsabilise complètement et ça, c'est important. Et une fois qu'on a fait ça, ils font le choix de l'entreprise avec nous. Quand il faut payer l'entreprise, il y a double signature, mais ils participent au paiement de l'entreprise. Voilà, donc ça, c'est important. Et ils suivent aussi les travaux. Parce que c'est pas tout de réaliser des travaux, c'est que derrière, il faut les entretenir, il faut en assurer la gestion. Et ça se fait sur la durée. Et ça, c'est important. Et si on veut réussir tout ça, je pense qu'on ne peut pas faire des one-shots, c'est d'aller là-bas et dire voilà, on fait une canalisation et on s'en va. Je pense qu'il faut travailler dans la durée. C'est-à-dire qu'il faut travailler dans la durée, rester. Il vaut peut-être mieux faire des choses moins ambitieuses du départ, mais que ça soit progressif dans le temps et surtout qu'on travaille sur la durée. Parce que sur la durée, je pense qu'on a réussi des choses intéressantes parce que le bilan de ce qu'on a fait, c'est qu'on a toujours des équipes, le Grand Lyon a toujours des équipes sur place. Mais les communes sont autonomes, c'est-à-dire il y a une gestionnaire qui s'occupe de la borne fontaine. Elles ont nommé quelqu'un qui assure l'entretien des réseaux, par exemple. Et elles sont capables, ces communes, avec leurs ouvriers qu'elles ont définis, de faire quelques réparations. Elles décident de faire payer l'eau ou pas. De telle manière aussi, est-ce qu'on paye l'eau au bidon, est-ce qu'on va payer un forfait à l'année, un abonnement, tout ça elles décident et ça c'est fait c'est les communes qui décident et c'est les Malgaches qui décident et ça peut être différent suivant les communes et ça c'est important qu'il y ait ce choix-là et on s'aperçoit que le bilan est assez positif puisqu'on a dû alimenter en eau, alors je sais pas, j'ai vu le chiffre, plus de 150 000 personnes. Donc on voit quand même que ça s'est fait depuis une douzaine d'années. Donc on voit bien que c'est sur la durée, on voit bien qu'effectivement qu'ils sont responsabilisés, qu'ils sont associés et que ça devient leur propre réseau. Moi j'ai vu des réseaux qui avaient été réalisés par des ONG en 6 mois.
avec la borne fontaine, une alimentation qui se faisait avec des panneaux solaires, ben, honnêtement, ça ne marchait plus au bout de 6 mois, quoi. Il n'y avait personne pour entretenir. J'ai même vu certaines choses, c'est que des travaux qui avaient été réalisés proche d'une source avaient été cassés 6 mois après parce que la source était sacrée et qu'ils sont venus faire les travaux alors qu'ils n'ont rien demandé à personne. Oui. Et ça, c'est une aberration. Voilà un petit peu ce que je peux dire sur... Mais effectivement, vous avez raison, dans le One Shop est à proscrire. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites par... Je ne dis pas à proscrire. À éviter, peut-être. À ne pas privilégier. Voilà, à ne pas privilégier, voilà, parce qu'on ne peut pas dire que ce qu'on a fait, c'est tout bien, puis que le reste, c'est tout mal. Je crois qu'il faut trouver un équilibre dans tout ça, et effectivement, il faut faire les choses dans la durée. Alors, il y a des grosses ONG, on a besoin de toutes les ONG, il y a des petites et des grosses, mais il y a besoin des deux, parce qu'il y a des travaux qui doivent être faits par des grosses ONG, d'autres par des petites. Mais voilà, si on peut privilégier la durée, je pense que c'est bien. Et associer, responsabiliser. Et la participation des habitants. Ouais. Et on s'aperçoit qu'il y a des gens qui sont... Les Malgaches, alors ils sont attachants, mais ils sont intelligents, ils comprennent. Je veux dire, ils sont investis aussi, et ça c'est important. Hein. Il y a des gens de grande valeur, et c'est important de travailler avec eux et de leur faire confiance aussi. Tout à fait. L'esprit malgache, vous en parlez dans votre film, Gilles. C'est important de rappeler que Madagascar, ce n'est pas qu'un État qui souffre, c'est aussi un pays très riche, avec ses sourires, avec sa joie de vivre, avec un formidable esprit de débrouillardise, d'où l'intérêt de responsabiliser aussi encore plus les habitants. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, c'est sûr que le caractère malgache est très enjoué, quoi. 2 jours d'avance pour manger dans le frigo, ils n'ont pas de frigo, mais la plupart du temps, mais 2 jours d'avance de réserve pour manger et c'est la fête. Alors, il y a aussi une certaine insouciance vis-à-vis du futur. Enfin, nous, on peut le percevoir comme ça. Mais quand on n'a rien, est-ce qu'on se projette vraiment dans le futur ? C'est pas obligatoire. On se projette à 2 jours, 3 jours, mais pas plus. Je pense que c'est une habitude quand on n'a rien, c'est que de profiter du moment présent et de ne pas interroger l'avenir. Et puis il y a quand même aussi une petite nonchalance dans pas mal. Enfin, moi j'ai suivi des jeunes pendant presque 1 mois complet dans ce que j'appelle une favela malgache sur l'île de Nosibé. J'y rentrais avec eux, j'étais a priori en parfaite sécurité, mais j'ai passé beaucoup de temps avec eux. Mais il y a une espèce de nonchalance aussi. Hein. Il y a des gens très besogneux, et puis à côté de ça, il y a des gens qui sont nonchalants et qui laissent les choses se faire. Il y a une petite que j'interrogeais, par exemple, qui me disait, voilà, moi j'aurais aimé faire un métier... être exceptionnel. Voilà, être exceptionnel, exactement. Mais ça vient pas. Et ça vient pas, c'est typiquement malgache. Enfin, voilà, faut pas généraliser. Heureusement, il y a des gens j'en ai rencontrés qui sont très il y a des gens qui sont très besogneux, très travailleurs, très courageux, mais il y a aussi une part de jeunesse qui démissionne un peu, quoi. Je ne sais pas si toi tu l'as rencontré. Alors moi j'ai rencontré les Betsileo sur les hauts plateaux malgaches, et effectivement c'est des gens besogneux. Alors besogneux et fataliste, c'est-à-dire qu'ils travaillent mais sans nécessairement organiser leur travail. Je vais vous citer une petite histoire, parce qu'effectivement on a eu l'occasion d'aller à Fénérivest dans le cadre d'une mission qu'on a faite, mais qui était hors Grand Lyon, à titre personnel. Et on est allé faire de la gestion dans un centre rural pour, j'allais dire, amener les agriculteurs à réfléchir un petit peu sur leur organisation. Et en fait, parce qu'en fait, leur petite ferme, ils ne la gèrent pas. Ils ont un pot commun, ils achètent des semences, ils prennent dedans, ils achètent du rhum, ils prennent dedans, quand il y a des recettes, ils mettent dedans, ils vont vendre. Voilà, il n'y a pas d'organisation. Et notre objectif, ça a été d'aller les rencontrer et d'essayer déjà de faire le point sur leurs dépenses et leurs recettes. Déjà de dissocier ce qui était du domaine de la petite entreprise, de l'exploitation, et du domaine du foyer. Déjà, ne pas mélanger les deux. Et une fois qu'on est passé sur le centre rural, enfin sur le domaine de l'exploitation, dissocier effectivement ce qui était de la rizière, ce qui était de l'élevage porcin, pour essayer de les amener à réfléchir. C'est là où leur travail était important parce qu'ils gagnaient de l'argent, et là finalement ils travaillaient pour rien parce que ça ne rapportait pas. Je finis sur cet exemple-là par une rizière. On est allé les rencontrer parce que
Ils voulaient arrêter de cultiver le riz parce qu'ils faisaient une récolte par an et ça rapportait pas assez. Voilà, ils travaillaient beaucoup, mais voilà, ça ne fonctionnait pas. On a fait une petite étude avec eux sur la rizière. On s'est aperçu qu'en faisant 2 récoltes, effectivement, ça devenait très intéressant au lieu d'une récolte par an. Par contre, il fallait faire un petit investissement, il fallait drainer, il fallait faire quelque chose. Mais on leur a dit, vous avez intérêt à drainer, vous avez un retour sur investissement qui est sur 1 an et demi, donc vous avez intérêt de le faire. Ah ben oui, ils l'ont fait. Mais c'est ça un petit peu. Donc ils sont travailleurs, fatalistes, et il leur manque peut-être un raisonnement, une organisation qui leur permette d'avancer. C'est un petit peu, je sais pas, c'est peut-être difficile à dire, mais je sais pas si j'ai été bien clair, mais c'est ça, c'est d'amener les gens. Et quand on va là-bas, on est content parce qu'en fait, on les amène à réfléchir. Alors c'est des choses simples, vous avez des recettes, des dépenses. Là, vous gagnez de l'argent, vous avez peut-être intérêt à plus travailler là, parce que là, vous allez en gagner. Là, votre élevage porcin, ça marche pas très bien, c'est peut-être votre énergie, il faut peut-être pas la mettre là, ou autre chose. Et c'est là-dessus qu'on a travaillé, et je pense que c'est très enrichissant aussi, parce qu'effectivement, on arrive même à connaître Madagascar un peu de l'intérieur, donc ça, c'est intéressant. Ouais, c'est l'analyse en fait qui pêche, quoi. Ouais, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables d'analyser leurs problématiques. C'est peut-être le mot, c'est une analyse. Parce que moi, ce que je pense qu'ils sont, ceux que j'ai rencontrés sont travailleurs, fatalistes, mais travailleurs, mais ils n'ont pas cette analyse-là, voilà. Et puis bon, il faut aussi se mettre à leur place. Ils sont dans des conditions très difficiles de vie, donc de temps en temps, ils boivent un petit peu de rhum, ils tapent un peu la bouteille. Non, mais c'est ça, on peut pas les critiquer parce qu'on a été rencontrer des familles. Bon, le père, il tape un peu le rhum, mais quand on est dans les conditions dans lesquelles il vit, quel plaisir il a, sinon tape un peu la bouteille. Mais on sera à leur place, je suis pas sûr qu'on fasse pas pareil, quoi. Donc à un moment donné, il faut arriver à... Il faut quand même quelques plaisirs dans la vie, quoi. Il faut quelques plaisirs dans la vie. Non, mais c'est vrai. Effectivement, tout à fait. C'est le contexte. Je suis désolé de parler d'alcool, mais c'est le contexte réel. C'est le contexte, bien sûr. Et on sait effectivement que, d'où l'importance des ONG, des associations, le tissu associatif et les ONG sont très actives à Madagascar. Oui, non ? Oui, pour faire un certain nombre de choses. Pour venir sur l'éducation, aller dans la famille, je pense que nous, on a rencontré les Sœurs du Prado, par exemple, là-bas, qui travaillaient là-bas. Donc une sœur qui s'appelait Edwige, et elle m'a marqué parce qu'elle allait dans les familles, puis elle leur disait, là c'est pas bien, là il faut changer. Elle leur faisait la morale, et avec le temps, elle arrivait à faire changer les mentalités. Donc c'est compliqué de dire à une ONG de venir dire ça, quoi. C'est peut-être pas l'ONG de le faire, c'est aussi aux Malgaches de se prendre en charge pour le faire de l'intérieur. Nous, l'ONG, on est là pour aider, essayer d'assister les gens, leur donner les guider, mais c'est aussi à eux de se prendre en charge. Et j'ai été très marqué par cette sœur, Edwige, là, parce qu'effectivement, elle est un peu autoritaire, elle a dit, tu arrêtes de boire, tu fais ci, tu fais ça, tu ranges. Et elle remettait les gens dans le droit chemin quand même. Donc ils avaient besoin de ça. Alors les ONG sont là pour réaliser un certain nombre de choses, mais je pense, comme j'ai dit tout à l'heure, pour le réussir, il faut le faire avec les Malgaches et au plus près des Malgaches. Après, il y a des actions, si c'est des grosses actions de construction, d'infrastructures, autre chose comme ça, bien sûr qu'il faut le faire avec l'État, on ne peut pas faire autrement. Mais donc c'est pour ça qu'il ne faut pas tout jeter, mais c'est important d'avoir une réflexion et d'être au plus près des Malgaches, je crois. Oui, et de préparer l'avenir aussi par l'entretien, parce qu'on voit que ça pêche énormément. Oui. Chaque fois qu'il y a quelque chose de tout neuf, quelques temps après, ça y est, c'est périmé. Oui, il y a eu de nombreux exemples. Il y a eu l'Institut Pasteur, il y en a, on pourrait passer beaucoup de temps là-dessus. Mais effectivement, l'aide est indispensable, elle est nécessaire, il ne faut pas la prodiguer n'importe comment. Il ne faut pas la gaspiller. Il ne faut pas la gaspiller. Et il y a quand même des urgences à Madagascar. Claude, vous avez constaté... Alors pour moi, la principale urgence, c'est la santé. Parce qu'effectivement, on voit les gens heureux, ils vivent plus ou moins bien, ils mangent plus ou moins bien, ils chantent, ils dansent. Par contre, quand on est malade là-bas, on ne peut pas se soigner. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de médecins. Il y a des médecins même qui sont compétents, qui connaissent, qui sont compétents. Oui. Par contre, il n'y a pas de matériel et pas de médicaments. Donc quand vous êtes en brousse, que vous tombez malade, avant de trouver un médecin, avant de vous faire soigner, je pense des fois, vous passez de vie à trépas assez rapidement. Et moi, ça, pour avoir visité des dispensaires en brousse, il n'y a rien dans le dispensaire. Il n'y a rien. Donc moi, le plus gros drame pour moi, c'est la santé. Le reste, à la limite, on mange plus ou moins, on vit bien, on danse, on chante. Mais quand on est malade, on est vraiment malade. Et c'est ça un petit peu... Moi, c'est ce qui me touche le plus. C'est pour moi c'est là qu'on peut mesurer la chance qu'on a en France.
d'avoir des soins. Vous avez un accident ici, vous avez un accident avec votre voiture, eh ben, vous avez tout de suite, si c'est grave, les ambulances, vous avez même l'hélicoptère qui vient vous chercher. Il vous arrive quelque chose à Madagascar, on vient vous chercher avec une brouette, on vous emmène au dispensaire où il n'y a rien. Mais je ne plaisante pas. Donc effectivement, c'est ça le vrai drame pour moi. Ouais. C'est ça qui me gêne le plus en fait. Et en plus, le médicament est payant. Le Payant soin aussi, peut être gratuit, mais le médicament est payant. Ouais. Donc il faut avoir un peu d'argent, quoi. Ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, loin de là. Alors, il y a quand même un fait qui est marquant aussi, c'est que depuis 5 ans jusqu'en 2019, le taux de croissance était reparti à la hausse pour atteindre 4,8% en 2019, ce qui est un record inédit depuis 10 ans. Et puis, là, il y a ce que tout le monde connaît de la crise sanitaire actuelle, avec de nouveau un effondrement. Mais tout de même, on était sur une pente ascendante. Est-ce que ce ne serait pas une petite lueur d'espoir, ça ? Moi, je pense qu'il faut... Alors, effectivement, dans un système, on en a parlé, qui était quand même un peu corrompu, quand même, un peu à tous les étages, on l'a déjà dit. Et je pense que le dernier gouvernement... Je pense qu'il y a une lueur d'espoir. Effectivement, il y a une volonté de changer un peu les choses. Alors, on ne sait pas si ça va durer, on ne sait pas du tout comment ça va se passer, mais je pense qu'il y a une volonté de le faire. Moi, les échos que j'en ai de la part d'amis qui vivent là-bas, effectivement, a priori, il y avait la volonté de faire changer les choses. Donc, on peut garder un peu espoir, parce qu'effectivement, tout doit venir aussi des aides des ONG, mais du gouvernement. Parce qu'il faut que, par rapport à l'aide qu'on leur amène, il faut aussi qu'ils se prennent en charge pour construire leur pays, pour réparer les routes, pour favoriser le tourisme, pour améliorer la sécurité, pour nourrir aussi leur population du Sud qui est actuellement dans une grande détresse à cause des réchauffements climatiques. Donc ils ont beaucoup de problèmes. Donc on peut les aider, les ONG les aident, mais je pense qu'il faut qu'ils se reprennent en charge. Et je pense que le gouvernement actuel, alors, sous réserve, on peut garder une note d'optimisme, effectivement ils essayent de faire un certain nombre de choses pour améliorer la situation. Donc ça peut être une note d'espoir qui doit aussi aller avec l'éducation, parce qu'il faut que le gouvernement change, il faut que les ONG aident, mais aussi il faut qu'il y ait de l'éducation. Il faut que les gens grandissent, il faut évoluer, il faut qu'ils se prennent en charge. Donc ça c'est facile à dire, mais c'est compliqué. Que les gens se prennent en charge tout en gardant leur belle âme malgache. Oui, bien sûr, mais ça je crois qu'on ne leur enlèvera pas, mais pas encore. Ça, encore. Non, je pense qu'il y en a pour un moment. Il y en a pour un moment, c'est une valeur sûre là-bas. Mais oui, c'est évident que si on ne fait que les aider par les ONG, ce ne sera jamais suffisant. Même si les ONG font un travail remarquable, ce ne sera jamais suffisant. Alors Gilles, on va voir la bande-annonce, pas quelques images, la bande-annonce de votre film « À l'ombre des manguiers ». Sur cette magnifique âme malgache. Merci Gilles pour ces images magnifiques.
Ouais. Claude, on parle d'aide internationale, mais l'aide, ce n'est pas uniquement un investissement financier. On peut également aider un pays en s'investissant personnellement à travers les voyages solidaires. Oui, c'est possible. Alors, effectivement, il y a les ONG qui travaillent très bien, souvent avec des moyens importants. Et à titre personnel, c'est vrai que des petites associations, on peut aller à Madagascar pour apporter un peu notre savoir-faire. Donc, effectivement, ça peut être un voyage solidaire. C'est ce qu'on essaye, nous, de réaliser personnellement avec un certain nombre d'amis, où on va à Madagascar pour leur apporter des rudiments, notamment de gestion, on en a parlé tout à l'heure, pour leur apporter finalement des conseils, notamment dans l'alimentation en eau, leur apporter des conseils aussi sur d'autres sujets comme l'installation d'un dispensaire. Voilà, c'est des choses modestes, ça ne nécessite pas de l'argent nécessairement, pas nécessairement de gros moyens, mais on fait passer nos compétences, modestes compétences, on les fait passer à Madagascar. Et on essaye de lier des liens aussi avec, Oui. avec les Malgaches, que c'est important parce que ça nous apporte aussi beaucoup à nous. Et je trouve que ça apprend aussi à connaître le pays de l'intérieur, parce qu'effectivement, on vit d'une manière dans des logements qui sont simples, on mange comme les Malgaches, et je trouve que ça, on va boire notre petit rhum le soir au petit bistrot du coin, ou notre petite bière, et je trouve que ça, avec les Malgaches, et ça crée des liens, et ça, c'est important, quoi. Hein. Donc c'est vraiment de l'immersion totale où on apporte ce qu'on sait, modestement. Mais voilà, je crois une petite goutte, c'est l'histoire du colibri, on amène un petit peu chacun et on espère qu'un jour ça portera des fruits. Et c'est l'occasion de beaux échanges. Oui, très beaux échanges. Ce sera le mot de la fin. Gilles, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, pas vraiment, parce que quand j'y vais pour tourner un reportage, j'ai pas beaucoup de temps en dehors de ça pour être très solidaire. Enfin, en tout cas, dans le cas de Madagascar, quand j'y suis allé, on m'a proposé effectivement de construire une case et d'y rester 4 mois par an pour aider à construire des digues, parce qu'il y avait des rizières à mettre en place, ils avaient du terrain, ils avaient de l'eau douce, ils avaient tout pour faire ça. Mais il leur manquait peut-être, je sais pas, une étincelle quelque part. Et bon, je ne l'ai pas fait parce qu'à ce moment-là, ma vie a été un peu modifiée. Mais c'est, oui, il y a énormément de choses. On peut s'investir énormément là-bas. Il y a un terrain vierge très très favorable pour s'investir. Ouais. Même si on n'y va qu'un mois par an, c'est jouable. Ouais. Ce sera le mot de la fin. Merci Claude. Merci Marion. Merci Gilles. Merci Marion. Vous pourrez voir le film À l'ombre des manguiers sur le site internet de Gilles et Daniel Hubert, gilleshubert.com, et vous rapprocher de la communauté des Sœurs du Prado pour en savoir un peu plus sur leurs actions à Madagascar, mais pas que. Quant à nous, vous pourrez revoir cette émission sur notre site internet et notre page YouTube documentaire. Et je vous dis à bientôt, le mois prochain, où nous parlerons de résilience énergétique. Je ne vous en dis pas plus. Très belle journée et à très vite pour de nouvelles aventures documentaires.